Chers auditeurs, chères auditrices, l'histoire d'Athènes, durant les 3 décennies qui ont suivi sa libération, les rois de Macédoine forment un tout qui a une couleur particulière, même s'il conviendra de distinguer au moins 2 phases dans les rapports que la cité continue à avoir avec la monarchie macédonienne. Cette période est en effet dominée par la conviction, chez les principaux acteurs de la vie politique, que l'intérêt d'Athènes est désormais de se tenir à l'écart non seulement de toute entreprise impérialiste, mais aussi de toute alliance aventureuse. On avait déjà examiné certains aspects de cette politique de neutralité, très nouvelle, assurément, assez surprenante même, au vu des actions accomplies autrefois par un État qui avait eu d'immenses ambitions politiques et qui naguère encore proclamait volontiers sa vocation à mener à la tête de tous les Grecs le combat de la liberté contre les despotes de toute origine. Où était donc passé l'idéal qui soutenait, 40 ans plus tôt, la fière déclaration de guerre lancée contre le roi de Macédoine par l'Athénien Crémonides? Est-ce à l'unanimité, sans état d'âme, sous la pression de la nécessité, que les Athéniens avaient adopté cette nouvelle ligne de conduite? Dans quelle mesure faut-il donner raison à Polybe quand, dans un célèbre passage du livre 5, dont vous avez la traduction dans votre dossier, il s'en prend aux Athéniens et surtout à leur chef qui auraient amené la cité à se désintéresser des affaires grecques et à s'aplatir devant tous les rois. Eis pantas tous basileis exequecunto. Selon lui, 2 hommes étaient clairement responsables de ce choix, hairesis ou pro-hairesis, comme disent les décrets hellénistiques, en faveur d'une politique délibérément égoïste et sans grandeur. Polybe ne craint pas de les désigner nommément, comme pour les vouer à l'exécration, ou tout au moins au mépris de la postérité. Ce sont les frères Eurycleides et Mykione du dème de Képhysia. Mais doit-on nécessairement ratifier ce jugement très tranché? Sur quoi se fondait-il exactement? Et pourquoi l'historien a-t-il consigné ce jugement à cet endroit précis de son œuvre? Une chose est certaine, c'est que les 2 personnages en question ont acquis, grâce à leur apparition dans l'historiographie grecque, une véritable stature historique, alors que la plupart des hommes politiques athéniens de l'époque hellénistique n'ont connu qu'une faible ou très faible renommée littéraire comparée à leurs prédécesseurs immédiats, les Démosthènes, Échine, Phocion, Démade, Lycurgue, Démétrios de Phalère. Après 300, en raison du délabrement de nos sources, même les personnages qui de leur temps furent les plus en vue dans la cité sont restés ensuite dans la pénombre. Ainsi en va-t-il, par exemple, du stratège Olympiodore, encore que Pausanias l'ait célébré comme un héros libérateur, ou de l'orateur Stratoclès de Dioméia, présenté par Plutarque comme un vil flatteur. Sans les inscriptions, l'influence de ce dernier à la tribune serait très difficile à évaluer, tout comme nous aurait échappé à peu près complètement l'action politique du poète comique Philippides de Képhalais. De Crémonides, le chantre de la liberté hellénique contre Antigone Gonatas, la littérature ne conserve que le souvenir de l'amour pédérastique dont il fut l'objet de la part du philosophe Zénon, de son frère Glaucon, qui paraît avoir joué un rôle politique au moins aussi important, tant en Grèce qu'en Égypte. Elle n'a retenu que l'épisode d'une brillante victoire de son quadrige au concours olympique. Plus frappant encore est le sort fait à 2 autres frères, Callias et Phaïdros de Sphétos. Sans les décrets honorifiques qui nous rapportent séparément leur action au temps de la révolte contre le Poliorcète en 287 et dans les années suivantes, on ne saurait strictement rien d'eux. Le cas d'Eurycleides et de Mykione est donc un peu particulier. C'est essentiellement à Polybe et aux auteurs qui l'ont utilisé que ces 2 frères sont redevables de leur relative notoriété, du moins auprès des historiens modernes, à qui ils apparaissent
comme des figures d'un relief exceptionnel, au point d'ailleurs de se voir attribuer un rôle peut-être disproportionné. On constate ainsi qu'en 1911, dans Hellenistic Athens, William Ferguson donnait à son chapitre 6, qui couvre la période 229-200, le titre « The Regime of Eurycleides and Mykion ». En réalité, rien n'assure que ces deux personnages aient vécu au-delà de l'année 210, date d'entrée en scène des Romains. Christian Habicht a donc fait preuve d'une sage prudence en intitulant simplement « Indépendance et neutralité » le chapitre correspondant de sa récente synthèse. C'est un fait que Polybe, dans ce qui nous reste de son grand ouvrage, ne mentionne Eurycleides et Mykion qu'une seule fois, mais dans un endroit stratégique de son ouvrage, puisqu'il s'agit du moment où se noue ce qu'il appelle la symploké, l'imbrication entre les affaires du monde gréco-macédonien et celles du monde romano-punique. Ce passage fameux dont vous avez aussi la traduction. Et cela, donc, en 217, au lendemain de deux événements majeurs. D'un côté, la paix de Naupacte, conclue entre le roi Philippe V et les Étoliens, et qui met un terme à la guerre dite des Alliés, guerre de 4 ans. De l'autre, la retentissante défaite des Romains au lac Trasimène devant Hannibal. Sans parler de ce qui, au témoignage de Polybe lui-même, se passait en Asie mineure et en Égypte. Certes, il n'est pas interdit de penser que les noms d'Eurycleides et de Mykion apparaissaient sous sa plume en d'autres occasions encore. Car à partir du livre 6, consacré, on le sait, à la description de la constitution romaine pour montrer, expliquer ainsi la victoire finale des Romains, les histoires sont conservées sous la forme d'extraits seulement. Il y a donc des lacunes, et parfois considérables. On a pu s'étonner en particulier de ne pas trouver mention des deux hommes politiques dans un autre passage, livre 8, où Polybe fait état de la mort du chef achéen Aratos en 213, à la suite d'un empoisonnement commandité par le roi Philippe V. Du moins, l'historien était-il convaincu de la réalité de cet assassinat à distance. Car Eurycleides et Mykion étaient parfois rangés eux aussi au nombre des victimes du roi de Macédoine. C'est ainsi que Pausanias, évoquant au second livre de sa périégèse, la carrière justement glorieuse d'Aratos et sa mort suspecte, écrit qu'un sort semblable fut réservé par Philippe, Philippoi homoia eirgaste, à ces deux Athéniens, qui, ajoute-t-il, étaient l'un et l'autre des orateurs, rhétores, jouissant d'un certain ascendant sur le peuple, ou apitanoi toi demoi, ce qui, évidemment, est une litote. Le silence de Polybe pourrait donc s'expliquer ici, pense-t-on, par une lacune accidentelle de son texte, qui aurait fait disparaître le nom d'Eurycleides, en tout cas. C'est la position adoptée, en particulier, par l'excellent connaisseur de Polybe qui était Frank Woolbank, dans son commentary, qui fait autorité. Dès lors, on ne pourrait tirer aucun argument du silence de Polybe qui serait purement fortuit, accidentel. C'est possible. On peut douter cependant, me semble-t-il, que l'historien achéen est tenu à faire mention, en pareil contexte, d'Eurycleides et de Mykion. Pourquoi ? C'est que la rumeur d'empoisonnement, dans ce cas, avait encore beaucoup moins de fondement que pour le vieil Aratos de Sicyone. Elle ne devait sans doute sa naissance qu'à une vague analogie de situations, ces personnages ayant dû mourir à peu près au même âge et vers la même époque, pas beaucoup après 210. Mais ce qui plaide décidément contre l'hypothèse d'une mention d'Eurycleides et de Mykion dans ce passage, c'est que Polybe, on l'a vu, n'avait que dédain pour ces deux Athéniens. Or, en les présentant tous deux comme les victimes du roi de Philippe, au même titre qu'Aratos,
n'aurait-il pas contribué à réhabiliter in extremis leur mémoire, alors qu'il les jugeait coupables d'avoir, 15 ans plus tôt, abandonné Aratos, livré les Achéens à la Macédoine? Le plus probable, donc, c'est que Polybe a bel et bien fait silence sur le moment et la cause de leur disparition. On constate en tout cas que Plutarque ne souffle mot, lui non plus, dans sa vie d'Aratos, de leur prétendu empoisonnement, quand au chapitre 41, au chapitre 52, il évoque la mort de son héros, donc d'Aratos, au terme d'une maladie qui, à ses yeux, ne laissait pas d'être très suspecte. Or, le silence de cet auteur semble tout à fait significatif, puisque, par ailleurs, Plutarque reprend à son compte l'accusation lancée par Polybe, ça au chapitre 41, à qui est imputé, contre ces deux hommes politiques athéniens, à qui est imputée la responsabilité d'avoir été à l'origine du refus athénien de soutenir les Achéens en grand péril. Ce sont eux, écrit-il, qui ont empêché Athènes, favorable à leur cause, en considération d'Aratos, ten Athénaion Pauline, carititu Aratu, protumon ousan, diekolusan. Diekolusan, on notera au passage que le composé diakoluein a très souvent dans les textes ce sens spécial d'empêcher la réalisation d'une action utile, bénéfique. Donc, mettre les bâtons dans les roues. Plutarque était ainsi du même avis exactement que Polybe. Mais alors dira-t-on, comment se fait-il que Pausanias, lui, écrivant encore après Plutarque, ait eu connaissance d'une rumeur sur la mort d'Euryclédès et de Mykion, si Polybe ne l'avait pas rapporté non plus? La réponse est qu'il a dû en trouver mention dans une source étrangère à la tradition achéenne polybienne. De fait, je crois avoir montré dans un mémoire de 2004 que Pausanias n'a fait aucun usage de l'œuvre de Polybe dans ses premiers livres, avant d'avoir rédigé son livre 7 sur l'Achaïe et son livre 8 sur l'Arcadie, patrie justement de l'historien de Mégalépolis. La source utilisée au livre 2 est donc forcément différente et elle a bien des chances de pouvoir être identifiée à cette œuvre largement perdue, mais importante, qu'était l'histoire de l'Athénien Philarque, aussi hostile à Aratos qu'au roi de Macédoine. Car cet auteur, décédé lui-même sans doute dans les dernières années du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avait nécessairement fait une place importante à Euryclédès et Mykion, ses deux illustres compatriotes, et cela, à tout le moins, dans son récit des années 220, dont on a l'écho très précis encore dans plus d'un passage des vies de Plutarque, vie d'Aratos, vie de Cléomène. Si donc, on le voit bien, les sources littéraires peuvent apporter un petit nombre d'éléments à la connaissance de nos deux personnages, en témoignant à tout le moins de leur indiscutable notoriété, c'est ailleurs que chez les historiens anciens qu'il faut aller chercher des renseignements plus détaillés, plus exacts sur leur carrière politique. L'essentiel, en réalité, de nos connaissances vient des inscriptions et surtout d'un décret honorifique pour Euryclédès, émanant à coup sûr du conseil et du peuple d'Athènes. Mais rappelons au préalable, car ce n'est pas négligeable du tout, ce qu'apportent les autres documents attiques relatifs aux deux frères. En tête de liste se trouve la grande souscription publique, Epidosis, datant, on verra, de l'archontat de Diomédon, connu depuis plus d'un siècle, où Euryclédès, fils de Mykion, vous le voyez, apparaît très en évidence au sommet de la stèle en tant que trésorier des fonds militaires. Tamiaston stratiotikon, Euryclédès, Mykionos, Képhysios. Cette magistrature financière était importante, ne pouvait certainement pas être assumée avant l'âge de 30 ans au minimum. D'autre part, avec son frère Mykion, il figure parmi les tout premiers souscripteurs de la liste. Donc, à la fois les plus empressés et les plus généreux. Or, le document dans son ensemble date des années 240. Pendant longtemps, on a hésité entre plusieurs possibilités,
247, puis 244, cette dernière date paraissant pouvoir expliquer très bien la situation critique dont témoigne l'épidosis elle-même, on l'avait vu l'an dernier. Mais des raisons contraignantes ont depuis peu amené les spécialistes à remonter l'archontat de Diomédon de 4 ans pour lui attribuer l'année 248-7, dans un contexte politique différent, mais non moins troublé. Ce déplacement n'est pas sans conséquence pour la carrière du futur leader de la République athénienne, puisque cela signifie qu'en 229, au moment de la libération d'Athènes, Euryclédès était tout sauf un jeune homme et n'avait certainement rien d'un révolutionnaire. Une deuxième inscription parle du reste exactement dans le même sens. On connaît en effet depuis 1923 un remarquable décret d'une association d'adorateurs de la déesse de Bendis qui honore les épimélètes successives de ce Thiasos, de cette association, et fournit, dans un ordre chronologique souvent étudié, la mention d'une demi-douzaine d'archontes de ce temps. Or, le dernier de ces archontes est Euryclédès, certainement notre homme, personne n'en doute, et c'est en 243, au vu des dernières recherches, qu'il doit avoir exercé cette fonction très honorifique. Les autres inscriptions, en revanche, se rapportent très probablement, ou même sûrement, à l'époque qui vit les deux frères diriger de fait, sinon de droit, l'État athénien après 229. C'est d'abord une liste de magistrats où apparaissent les deux frères. Mykione en tant qu'agonothète des Panathénées, ce qui n'est pas rien. Euryclédès comme stratégos epitaopla. En fait, le membre le plus influent du collège des 12 stratèges. Un autre stratège de cette liste, responsable quant à lui de l'armement, Épithène Parascléienne, est identifiable avec l'homonyme qui était trésorier du Conseil en 222, Athénoclès, ce qui paraît plaider avec force pour une datation dans la décennie 230-220. Les Panathénées étaient donc, celles qui sont mentionnées ici, celles organisées en 226 ou 222. Le fait que le graveur à qui Stephen Tracy attribue cette inscription semble avoir cessé de travailler après 230 n'est certainement pas une raison suffisante pour écarter une datation un peu après 229. Ce d'autant moins qu'Euryclédès est également honoré en tant que stratège des Hoplites dans un décret émanant des soldats de la garnison du Sounion. Vous l'avez sous les yeux. Il est évidemment bien regrettable que rien ou presque ne subsiste du début de l'inscription des considérants, car la nature des services rendus, ou mieux encore la mention éventuelle d'un événement, d'un épisode militaire, aurait sans doute permis de dire si les soldats en garnison au Sounion, qui était l'un des 4 Frouria, vous vous en souvenez, rendus aux Athéniens en 229, étaient encore au service du roi de Macédoine ou déjà soumis à la seule autorité de la cité. Mais de l'avis de Tracy lui-même, la vraisemblance fait pencher la balance en faveur de cette solution, car c'est après 229 seulement, au témoignage de diverses inscriptions, surtout d'un décret, que d'importants travaux ont eu lieu dans cette forteresse du Sounion, donc toute proche du fameux sanctuaire et du temple de Poséidon. Et donc ces travaux prennent place tout naturellement dans le programme des années postérieures à 229. Il n'y a donc aucune raison de dissocier ces deux décrets de même origine, de même contenu. C'est à l'époque où Euryclédès lui-même se souciait de relever les fortifications de la ville et du Pirée qu'il dut mériter les honneurs dont témoigne cette stèle jadis dressée sur l'esplanade du temple. Une autre inscription a joué un rôle capital pour évaluer la durée de la carrière politique des deux frères de Képhysia.
C'est une stèle parfaitement conservée, elle, et qui porte en fait 3 décrets. Le plus important est sans aucun doute le premier, gravé, le premier en date et gravé le premier sur la stèle, dont nous avions survolé le riche contenu avec l'énumération des nombreux services rendus aux Athéniens par le crétois Eumaridas de Kydonia. C'est un morceau d'anthologie, souvent reproduit et traduit, ainsi en français par Anne Billman, dans son recueil des décrets relatifs au sauvetage de prisonniers. Mais en l'occurrence, l'information la plus intéressante se trouve dans le second décret qui apporte un amendement au premier sur un point à première vue mineur. Le lieu d'exposition de la statue de bronze votée précédemment, Protéron, vous voyez la ligne 3, pour le personnage honoré, donc c'est Eumaridas. On y apprend qu'à la demande d'Eurycleides et de Mykione, mentionnés ici sans autre élément de nomenclature, des nuda nomina, signe de leur incontestable notoriété, le peuple athénien a pris maintenant, nune, la décision d'ériger cette statue non pas à l'emplacement initialement prévu, soit l'acropole, ce qui était pas mal, très honorifique, surtout pour un étranger, mais à un endroit expressément désigné par les 2 frères, à savoir le Téménos ou enclos du démos personnifié et des Carites, le peuple, et les Grâces, ces très anciennes divinités agraires, fort décemment vêtues encore à l'époque de ce document, même si leur nom latin des Grâces, Gratiae, évoque plutôt dans notre esprit d'aimables jeunes femmes passablement dénudées. Mais ce n'est pas le cas encore à l'époque hellénistique. Le canon des 3 Grâces a changé au cours de cette période. Culte alors éminemment politique, instauré ou remis à l'honneur au lendemain de la libération du peuple athénien de 229, et par Eurycleides et son frère eux-mêmes. Et pendant des générations, le prêtre de ces divinités fut toujours choisi parmi les descendants directs d'Eurycleides. En témoigne précisément cette monnaie athénienne de l'an 122-1, où Eurycleides, décidément très mobile, Eurycleides, avec un collègue, signe comme monétaire l'émission, là, sur le revers gauche, et y inscrit les 3 Grâces. Les 3 Grâces, un tout petit comme symbole de cette émission de tétradrachme athénien. Car ce culte des 3 Grâces était en quelque sorte monopolisé par la famille, cette famille que l'on suit très bien pendant plusieurs générations. C'est une des familles les plus en vue d'Athènes à la basse époque hellénistique. La documentation qui s'y rapporte s'est encore enrichie en 2006 et 2010, mais je n'en parlerai pas pour le moment. Revenons donc au problème posé par le décret en l'honneur du crétois Eumaridas. Il ne s'agissait certainement pas de déplacer une statue déjà existante, mais d'accorder l'autorisation d'ériger ailleurs, d'Othénaï, ten anathésine, la statue qui jusque-là avait dû rester à l'état de commande dans l'atelier du bronzier. De fait, bien des années s'écoulèrent entre l'octroi lui-même des honneurs sous l'archontat d'Héliodoros et le décret complémentaire voté sous l'archontat d'Archélaos, vous voyez, Epi-Archélaou. Car, contrairement à ce que l'on a pu penser autrefois,
excusez-moi. Ces deux magistrats éponymes ne se sont pas succédés directement, et même très loin de là. Il est bien établi, en effet, que Héliodoros occupe cette position en 229-8, tout le monde est d'accord là-dessus, sauf qu'aujourd'hui on le date plutôt de 228-9. Or, Archélaos ne peut pas être introduit dans cette liste, en dépit des efforts déployés par les épigraphistes américains en particulier, pour le mettre en 222-1, en réduisant, si vous voulez, à une demi-douzaine d'années l'intervalle entre Héliodoros et celui d'Archélaos. De fait, Christian Habicht a pu montrer dès 1982 que cet archonte Archélaos devait en réalité venir occuper en 212-1, ou aujourd'hui pense-t-on 211-0, une place qui était jusqu'alors indûment occupée par un archonte en réalité plus tardif. Tout cela peut paraître bien technique, mais ce petit chambardement chronologique a des conséquences historiques dont même les spécialistes n'ont pas encore pris, je crois, toute la mesure. La première conclusion à tirer de la nouvelle datation d'Archélaos tombe sous le sens. C'est qu'au mois d'Antesterion de son archontat, c'est-à-dire au printemps 211 ou mieux 210, en fonction de ce léger abaissement de la chronologie attique, tout récemment établie, Eurycleides et Mikion, les deux vétérans de la politique athénienne, pensez, ils avaient commencé dans les années 240, étaient non seulement toujours vivants, mais toujours aussi influents auprès de leurs concitoyens. Mais comment rendre compte alors du très long délai écoulé entre le vote des honneurs à Eumaridas, dans l'euphorie consécutive à la libération de 229, puisque nous sommes sous Héliodoros en 229-228, et la décision prise 18 ans plus tard d'exposer la statue non plus sur l'acropole, mais dans le sanctuaire du Démos et des Carites, c'est-à-dire en bordure de l'agora, avec la stèle gravée pour l'occasion. Il faut nécessairement penser, mais l'hypothèse n'insère rien d'audacieux, que les caisses de l'État étaient vides. Non seulement à cause de la rançon de 150 talents, somme considérable, qu'il avait fallu verser à l'ancien commandant Diogènes en guise de rançon, donc pour la libération, mais en raison aussi des dépenses militaires faites alors dans l'urgence pour prévenir toute tentative de reconquête macédonienne. Et si dans l'hiver 211-10, il parut opportun de ne plus différer la réalisation de la statue octroyée à ce grand bienfaiteur, c'est que celui-ci, visiblement, continuait à manifester ses bonnes dispositions à l'égard d'Athènes, tas kreias as pareketai, dit en effet le second décret, les services qu'il rend donc, au présent, en mettant d'ailleurs ces mots expressément dans la bouche d'Eurycleides et de Mikion, en guise de justification. Mais le fait même que les deux frères aient pu ainsi imposer le choix du lieu d'exposition incite à penser, compte tenu de leur grande libéralité, qu'ils avaient dû accepter de prendre à leurs frais la fabrication de la statue, désireux, comme ils étaient, de donner plus d'éclat à leur sanctuaire, si l'on peut dire, à leur sanctuaire du peuple et des Carites, dont la construction avait sans doute, elle aussi, exigé pas mal de temps et d'argent. Enfin, surtout, il s'agit de prendre conscience qu'en 212-1, s'était produit un événement dont l'importance ne put échapper à ces dirigeants avisés qu'ils étaient depuis si longtemps. C'est la signature d'un traité d'alliance entre Rome et le koinon étolien contre Philippe V. Date de, on ne va pas le commenter aujourd'hui, donc en 212 ou 211. Et cela
en réponse au traité que le roi de Macédoine lui-même avait conclu 4 ans plus tôt, en 215, avec Hannibal, vainqueur des Romains à Trasimène et à Cannes, traité que nous rapporte expressément Polybe. Dans l'intervalle, naturellement, les Romains avaient eu d'autres chats à fouetter avant de pouvoir intervenir en Grèce. Dès l'année 211, par conséquent, on dut estimer à Athènes que l'indépendance de la cité serait dorénavant mieux garantie sur le plan international, même en cas d'agression de l'imprévisible monarque macédonien. Il n'y avait donc plus de danger à afficher publiquement cette liberté, eleiteria, en récompensant ceux qui avaient contribué à l'établir. Ce qui vient, me semble-t-il, renforcer cette hypothèse, c'est le fait que la fameuse liste des archontes athéniens, dont vous avez le dessin dans votre dossier, s'arrête justement à l'année 211 avec le prédécesseur d'Archélaos. Hérakleitos, ici, est bien le dernier, car le reste de la stèle n'a pas été gravé. Cette coïncidence peut difficilement être fortuite. Dès lors, tout indique que la gravure de ce document, donc tout à fait exceptionnel, véritable hypomnéma mémorial de l'indépendance retrouvée, fut lui aussi proposé, mais son intitulé nous manque, fut lui aussi proposé et voulu par Eurycleides et Mykione. Et ne doit-on pas du même coup considérer comme très probable que ce monument élevé à la gloire du peuple athénien et de ses institutions démocratiques se dressait précisément dans le téménos du Démos et des Carites, en bordure nord-ouest de l'Agora. De fait, les fragments de la liste ont été trouvés au XIXe siècle dans ce secteur non encore fouillé alors. Enfin, il vaut la peine de se demander si la diatribe de Polybe sur la politique d'Athènes est bien en situation là où l'auteur a jugé devoir la mettre, c'est-à-dire donc au moment de la fameuse Symploché, de l'imbrication située par lui en 217. Remettons ce texte, d'abord et un autre. Car il y a beaucoup d'artifices chez ce grand historien, et il faut en prendre évidemment conscience. Voilà longtemps déjà que Maurice Holleaux, en un article fameux, avait montré combien était surprenant l'excursus fait dans ce même livre 5, quelques chapitres avant, sur le séisme de Rhodes, qui en 227 avait jeté à bas le Colosse notamment, et sur le profit politique que les Rhodiens surent faire de leur malheur. Ce sont, d'après Holleaux, qui a été en général confirmé, des contraintes de caractère éditorial qui paraissent avoir amené Polybe à mettre cela au livre 5, de façon assez artificielle, plutôt qu'au livre 4. Or, le bref excursus athénien, nettement plus bref, apparaît d'une certaine façon comme l'opposé de celui fait sur les Rhodiens. Tandis que les Rhodiens avaient su, par leur grandeur d'âme, devant la catastrophe, susciter la compassion universelle, les Athéniens, à l'inverse, auraient fait preuve, selon Polybe, de tant d'égoïsme et de stupidité dans l'euphorie de leur liberté retrouvée qu'ils récoltèrent le mépris de tous. Mais il paraît temps d'observer que cette réflexion, encore une fois, fondée ou non, n'a point sa place dans le récit de la conjoncture exceptionnelle de l'année 217.
Tout au contraire, et bien qu'on ait tenté de justifier la chose en rapportant à 217 des événements en réalité nettement antérieurs, le lecteur peut se montrer surpris que soit mentionné seulement ici le prétendu aplatissement des Athéniens devant Ptolémée et Vergète, puisque les honneurs rendus à ce roi, mort du reste en 221, remontaient à 224 ou 223, et que son successeur, le très jeune Ptolémée IV, n'avait en 217 ni la volonté ni le moyen de prolonger les efforts paternels en direction d'Athènes. Enfin et surtout, n'était-ce pas commettre une sorte de contresens que de laisser entendre qu'en cette même année 217-6, au lendemain de la paix de nos pactes, les Athéniens étaient, comme il l'écrit, délivrés de la crainte de la Macédoine, ton ek Macedonias phobon appellelunto, et qu'ils pensaient posséder désormais solidement la liberté. Ten eleuterian, edokun, ekhein, ede, bebaios. Car en réalité, leur crainte devait être alors des plus vives, puisque le roi Philippe, qui leur était foncièrement hostile, apparaissait aux yeux de tous comme le véritable vainqueur de la guerre, à laquelle on venait de mettre un terme. Dès ce moment, les Athéniens pouvaient donc redouter un accroissement de la pression sur leur cité, et plus encore quand on apprit que ce roi avait conclu, on l'a vu, une alliance avec Hannibal, et qu'il avait donc les mains libres en Grèce, sans aucun risque de voir intervenir ni les Romains en Illyrie, ni davantage Ptolémée IV, en but à une attaque du roi séleucide en Égypte même. La liberté d'Athènes était donc alors plus fragile que jamais. Personne ne se serait aventuré à la juger solide, bebaios, comme le fait étrangement Polybe. Les Athéniens avaient tout intérêt à faire profil bas, comme ils l'avaient déjà montré d'ailleurs l'année précédente, en refusant l'asile politique aux Macédoniens, à un officier macédonien, Mégaléas, qui était en rupture de ban. En 217 plus encore, et dans les années suivantes, ils se tinrent quoi? Mais justement, tout changea en 212-211, avec le traité romano-étolien qui devait entraver l'action de Philippe en Grèce avant de la stopper. Désormais, Athènes, par la voix de ses dirigeants politiques, osait manifester publiquement son indépendance et sa liberté. Pour les Athéniens, le grand tournant donc, des années 220-210 se situe en 211, non pas en 217, n'en déplaise aux grands historiens dont l'esprit de système, la fameuse symploquet, peut conduire à des déformations historiques évidentes. Il est temps d'en venir au grand décret de la cité pour Eurycleides. Inscription connue de longue date, puisque sa découverte remonte à 1878 déjà. Utilisée, bien sûr, par tous les historiens d'Athènes. Vous vous souvenez peut-être, mais vous seriez excusable d'avoir oublié, que nous avions déjà fait un examen rapide de ce décret dans sa version traditionnelle, celle de 1916, IG 22-834, en faisant alors état déjà d'une étude approfondie que lui avait consacrée Christian Habicht, non pas dans son ouvrage de synthèse, mais dans ses Studien de 1982, comme aussi d'une traduction française qui, 10 ans plus tard, tentait de mettre ce décret à la portée des étudiants en histoire ancienne. Entreprise méritoire, mais hasardeuse, quand on a affaire à un document incomplet et largement restitué. Vous avez ces deux documents dans votre dossier. Le texte sur lequel je m'appuie aujourd'hui est destiné à paraître très prochainement dans un fascicule de la 3e édition, presque un siècle après, du corpus des inscriptions attiques que publie l'Académie de Berlin. Il est dû à l'épigraphiste américain Stephen Tracy, que je remercie vivement d'avoir bien voulu me communiquer cette version encore partiellement provisoire et de m'avoir autorisé à la montrer.
On relèvera immédiatement deux choses. D'abord, il n'y a pas de nouveau raccord, en dépit de la connaissance exhaustive que ce spécialiste possède des moindres fragments de l'épigraphie attique et hellénistique. Cela peut s'expliquer par le fait que le décret n'était pas exposé sur l'agora ou sur l'acropole, mais au Pirée, ce qui était son lieu de trouvaille, là où les fouilles ont été beaucoup moins systématiques, donc pas de trouvailles de nouveaux fragments. D'autre part, loin de s'amplifier, le texte d'une édition à l'autre a subi une véritable cure d'amaigrissement, surtout dans ses dernières lignes. Le nouvel éditeur ayant pris le parti d'écarter, sauf à les mentionner dans la paracritique, d'écarter toutes les restitutions insuffisamment justifiées à ses yeux, allant même très loin dans ce sens, au point de rendre la lecture malaisée et toute traduction d'ensemble impossible. Mais le progrès est parfois à ce prix. Une chose toutefois doit être considérée comme sûre, c'est que le décret ne fut pas promulgué aussitôt après la libération de 229, comme on avait cru pouvoir l'inférer du fait que la partie centrale du document, ou de ce qu'il en reste, à partir de la ligne 10, se rapporte effectivement à cet événement, à la libération, avec mention tout à fait explicite de l'Eleutheria. Le mérite de Habicht a été de montrer que la mention répétée du fils Huos aux lignes 3 et suivantes était la preuve que le décret avait dû être pris à une époque plus avancée, quand ce fils d'Eurycleides, Mikion III comme on l'appelle, pouvait lui-même prétendre occuper des magistratures importantes. Donc certainement pas avant les années 220-210 et plutôt après 215 qu'avant cette date. Autrement dit, ce n'est pas un décret lié à un épisode particulier, si brillant soit-il, la libération, mais un nouvel exemple de ces longs décrets récapitulatifs votés pour des hommes politiques en fin de carrière, quand, âgés d'une soixantaine d'années, ils pouvaient revendiquer pour eux-mêmes, aïthésis, l'octroi des plus grands honneurs, des megistai timai, dont la mention, certes, a disparu dans la partie inférieure, avec la perte de la partie inférieure de la stèle. Cette interprétation globale a immédiatement reçu l'approbation de Philippe Gautier dans son beau livre de 1985 sur les cités grecques et leurs bienfaiteurs, et Tressé également l'a fait sienne, puisqu'il situe, comme on le voit au début, il situe le décret aux alentours de 215. Il n'est pas assuré, en revanche, que Habicht, suivi là aussi par Tracy, ait eu entièrement raison de considérer que l'énumération des services rendus par Eurycleides suivait un ordre strictement chronologique. Personnellement, j'y verrais bien plutôt une composition par catégorie de bienfaits. On ne peut nier en tout cas qu'il y ait des regroupements par genre. Ainsi, dans les premières lignes conservées, mal conservées, mais dont il reste des éléments, il est fait état des dépenses consenties par Eurycleides dans l'exercice des magistratures, soit à titre personnel, soit, surtout, au nom de son fils. On le voit à deux reprises, Diatou-Hu, ce fils, alors trop jeune encore, pour en assumer toutes les dépenses, car ces hautes magistratures coûtaient cher. Mais on ne dira pas, avec l'auteur de la traduction française, qu'il lui fit des avances considérables. Le verbe proanaliskein, proanelosen dans le texte, signifie seulement qu'au titre de préposer à la gestion d'une caisse publique, ici selon toute apparence la caisse des stratiotheca, le fonds militaire, il mit de l'argent à la disposition de la cité, toujours à court de liquidité, ce que faisaient assez souvent les tamia et les trésoriers hellénistiques issus d'un milieu aisé. On ne dira pas non plus qu'il fut un commissaire des concours obéissants,
concernant la gonothésie, agonothetes upakoussas, mais, parce que cette traduction sonne un peu bizarrement, mais qu'ayant accepté d'être agonothète, donc avec l'idée d'acceptation dans upakoussas, il dépensa 7 talents, somme considérable, 40 000 drachmes, pour combler la lacune de quelques lettres que révèle la nouvelle édition à la fin de la ligne 4. Je proposerai d'ajouter le préfixe pros plutôt que pro avant Anélocène. Il dépensa de surcroît 7 talents. Alors, encore une fois, ces riches notables étaient constamment priés d'assumer les charges les plus coûteuses, celles des spectacles, notamment dans cette Athènes de la fin du IIIe siècle. De fait, Eurycleides, non content d'avoir exercé l'agonothésie en son nom propre, l'exerça une nouvelle fois, Paline, en donnant son fils, ton uon douce. L'expression bizarre, presque évangélique, et pourrait sembler suspecte, mais elle s'applique, je crois, par référence à une tournure qui, elle, est bien attestée dans les inscriptions de cette fin du IIIe siècle, c'est « eauton » d'Idonai, se donner soi-même à telle ou telle tâche. Ainsi, dans des ambassades, Estais Presbeias, dans un décret de Rhamnonte récemment publié, et datant lui aussi des environs de 215, ou pour l'intérêt commun, Eisten Koinen Kreian, dans un décret d'Athènes honorant, on l'avait vu en 225, l'ambassadeur Prytanis de Charistos. Ici, compte tenu de la place disponible, on peut se contenter d'écrire, avec les anciens éditeurs, Eis tauten ten epimeleian, pour 7, ou peut-être mieux pour la même, tauten, charge, c'est-à-dire pour la gonothésie, avec, une fois encore, un gros surcroît de dépenses par rapport aux sommes qui étaient allouées par la cité pour cette magistrature. Prosaneloken, uk oliga cremata, il ajouta un montant non négligeable. Plus remarquable encore est le versement sous forme de prêt ou d'avance de fonds, comme le suggère le verbe restitué à la ligne 8, accepté par Tracy, porissas, dont Eurycleides s'acquitta en vue d'une remise en train de l'agriculture attique. La campagne était délaissée et en friche. Donc il y a une notation tout à fait intéressante. Argou kai asporou ousses tes koras, et cela à cause des guerres, hiatus polemos. Et Eurycleides entreprend une remise en activité. On a songé tout naturellement, pour ces guerres, aux conflits qui précédèrent la libération, c'est-à-dire la guerre dite démétriaque entre 239 et 229. Mais maintenant que le décret s'avère dater seulement des environs de 215-210, il ne faudrait pas exclure du tout que ces polémoi soient en réalité, même si Athènes, tout au long de cette guerre des alliés, pu rester neutre, soit donc le Symmachikos polémos. En tout cas, ce qui est sûr, qui avait sévi pendant 4 ans, entre 220 et 217. Car rien n'assure, en réalité, qu'Athènes ait pu, dans l'isolement très dangereux où l'avait conduit sa politique, ait pu se tenir à l'abri d'incursions des Étoliens ou du roi macédonien. En tout cas, il y a longtemps que cette phrase, très remarquable et qui est un peu un unicum dans l'épigraphie, a été rapprochée d'un passage de Polybe, toujours dans ce livre 5, chapitre 106, pratiquement à côté de l'excursus athénien, où est évoquée la désolation du Péloponnèse en 217, au lendemain précisément de la paix de Nopa, car, dit l'historien, on s'empressa de reconstituer les fortunes privées, de cultiver la terre, thérapeuien, ten koran, et de rétablir les sacrifices et les fêtes traditionnelles,
Tusiai, Kaipanegurais, lesquels étaient presque tombés dans l'oubli. Preuve donc que cette guerre de 4 ans, le dernier conflit exclusivement grec de l'Antiquité, avait été particulièrement dévastateur. Or, même en Attique, encore une fois, l'insécurité continua à régner après cette guerre. On en a l'indice dans un beau décret des garnisaires de Rhamnonte, honorant un haut magistrat de souche locale, le stratège Théotimos, qui avait donc la responsabilité du secteur côtier de la Paralia, sous l'archontat de Dioclès, 215, ou mieux 214, donc toujours au temps de Rycleides et de Mykione. Car de ce stratège, on dit qu'il a pris soin d'assurer la sécurité aux paysans, opos an oi Georguntes ten asphaleian erosin, et de maintenir la forteresse au pouvoir du peuple. Dia sozain, le terme est très révélateur, to frurion to demoi. Expression très remarquable pour une prétendue ou un véritable temps de paix. On verra tout à l'heure au séminaire que le décret d'Éleusis pour le stratège Demainetos ne donne pas non plus l'impression que les Athéniens furent alors tout à fait à l'abri d'incursions sur leurs frontières, même s'ils cherchaient à ménager les deux camps. La partie centrale du décret pour Euryclédès est celle qui a attiré le plus d'attention, parce qu'elle touche à la grande histoire. Mais je ne reviendrai pas ici sur le rôle attribué à Euryclédès et à son frère dans la libération de la ville, événement dont le principal artisan fut tout de même le commandant Diogénès, on l'avait vu, ce que les auteurs du décret d'ailleurs ne songent pas à contester, ils le mentionnent nommément. En revanche, je voudrais souligner 2 points en rapport avec ce qui est dit de la contribution, d'Euryclédès à l'effort des Athéniens pour fortifier leur port, tous limenas occurose, et pour réparer les murailles de la ville et du Pirée. Kaita teike tu astéos, tu Piréos, epeskeuiase. Entreprise de grande envergure, même si l'on paraît avoir d'emblée renoncé à la coûteuse réparation des longs murs qui reliaient traditionnellement, depuis l'époque de Périclès, la ville au Pirée et qui était tombée en ruine pendant l'occupation macédonienne. Euryclédès et son frère Mykione durent déployer de gros moyens, en revanche, pour restaurer les installations portuaires. On verra du reste qu'il y eut à cette date un effort pour remettre sur pied une flotte de guerre, et cela par le système de la triérarchie qui avait été abandonné apparemment depuis longtemps. C'est seulement ainsi que l'on peut s'expliquer le choix du Pirée, encore une fois, comme lieu d'exposition de la stèle, au lieu de l'agora, qui eût été l'endroit, disons, le plus naturel pour un tel décret. D'autre part, il faut rappeler qu'au moins un autre bienfaiteur étranger, étranger, ce qui était encore plus remarquable, contribua activement au financement des fortifications du port militaire de Zea Turcolimani. Eis occurosine, nous dit le décret pour Apollas, tu en Zea limenos. Il répond à une souscription. Il s'agit donc de cet Apollas en qui j'avais déjà suggéré de reconnaître le personnage homonyme apparaissant parmi les familiers du philosophe Chrysippe de Sol, chef de l'école stoïcienne, précisément à cette époque-là, entre 232 à 205. On admettait par ailleurs, sur la base d'une restitution de l'ethnique à la ligne
3, dont il ne reste plus que Onion, oui, que cet Apollas était un Sicuonios, un citoyen de Sicyone, ce qui aurait fait de lui un compatriote d'Aratos, chose un peu surprenante à cette époque de très forte tension avec les Achéens. J'ai montré, vous vous souvenez peut-être, que ce devait être plutôt un Colophonios, un citoyen de Colophon en Asie mineure, cela à cause de l'un des noms de ses fils, Agamédès, qui ne se trouve pratiquement attesté que, par plusieurs exemples, que dans cette cité d'Asie mineure. Stephen Tracy, à qui j'avais communiqué cette suggestion, m'a fait savoir qu'il avait abouti à une conclusion identique en parvenant même à voir une trace du phi de Colophonios. Oui, bon, il y a une barre verticale. Mais l'épigraphiste américain, on le voit aussi, n'a pas osé introduire cette ethnique dans le texte même. Il me semble pourtant que cette solution est la seule admissible. On peut au surplus s'expliquer assez bien aujourd'hui pourquoi Apollas avait dû quitter Colophon pour venir s'installer à Athènes avec ses 2 fils, déjà grands probablement, vers 230. Car de nouvelles inscriptions colophoniennes, je vous montre non pas les inscriptions, mais peut-être une carte, Colophon, donc tout près d'Éphèse, pardon. De nouvelles inscriptions colophoniennes, expliquées par Philippe Gauthier en 2006, montrent que vers 240, une rupture s'était produite entre les 2 villes constituant cette cité, à savoir l'ancienne Colophon à l'intérieur des terres et la nouvelle, ou Colophon sur mer, avec l'oracle très fameux d'Apollon, ce dieu auquel Apollas, précisément, devait son nom typiquement ionien. Il est donc loisible de supposer qu'avec ses 2 fils, Tarrunone et Agamédès, il avait choisi de s'installer dans cette cité parente et amie qu'était Athènes, désormais débarrassée de la tutelle macédonienne. Il est d'ailleurs intéressant de voir que dès après 229, les Athéniens ou plutôt renouent des relations avec d'autres vieilles cités de l'Ionie, comme précisément Éphèse. Eurycléidès lui-même était crédité sur la foi, disons, de sa demande à Aïtésis, cette demande qu'il avait dû déposer en vue de l'octroi des plus grands honneurs, d'une politique d'ouverture en direction d'un certain nombre d'États. Je remontre l'édition ancienne, aux lignes 16-7. On apprend en effet qu'il sut attirer des cités helléniques. Kai Poleis Hellenidas, Pros Egagen. Dans la lacune, on restituait depuis un siècle le mot Summacus, vous le voyez encore dans cette édition, après la copule Kai, et des alliés. Mais Habicht, mettant en évidence le caractère inapproprié de cette restitution, qui associe effectivement 2 termes ne pouvant pas être mis sur le même plan, a donc proposé en 1982 d'écrire Kai Basileis, ce que le traducteur français a rendu par « il poussa les villes grecques et les rois », comme s'il y avait en grec l'article devant ces 2 mots. Il est vrai que Polybe lui-même, on s'en souvient, dit que les Athéniens s'aplatissaient devant tous les rois, eis tantas, tous Basileis. Aussi, Stephen Tracy est-il tenté aujourd'hui, si on reprend son texte, est-il tenté, même s'il n'a pas encore indiqué dans cette version, d'introduire l'article tous pour combler la lacune d'environ 3 lettres qui subsiste à droite. Mais j'avoue que ni sur le plan grammatical, ni au point de vue de l'histoire, cette solution me semble heureuse, puisque d'une part, l'article n'apparaîtrait qu'avec le second terme de la Jonctura, créerait un déséquilibre. D'autre part, elle ne correspondrait guère à la réalité des choses,
et Euryclédès n'ayant pu agir qu'auprès de certains rois, de même qu'il ne pouvait évidemment prétendre avoir gagné la bienveillance de toutes les cités helléniques. Je pense donc que la solution est ailleurs. Il ne s'agit certes pas de remettre en cause la restitution palmaire de Habicht, mais compte tenu de la courte lacune, quelques lettres, à combler, de substituer au composé pros et gagetto, qui est en bonne partie conservé, le surcomposé pros ep et gagetto, ce qui fait 2 lettres de plus. Or, epagestai est le verbe qui s'impose pour désigner l'action d'amener à soi, de se concilier quelqu'un en vue d'une action commune. Les exemples littéraires et épigraphiques en sont nombreux. Notre décret louait donc Euryclédès, non pas d'avoir gagné la faveur de toutes les cités grecques et de tous les rois, ce qui était un éloge bien excessif, mais d'avoir ajouté, pros, un certain nombre de poleis et de basileis aux États déjà bien disposés à l'égard d'Athènes. Je conclue en un mot. Ces rois en petit nombre, il n'est pas difficile de les identifier. Il s'agit bien sûr et essentiellement, comme le dit Polybe, de Ptolémée III. Nous reviendrons sur les honneurs considérables de nature cultuelle et institutionnelle qui lui furent octroyés. Au regard des services rendus par ce monarque, véritable sauveur de la cité en un moment très critique, Athènes ne témoignait pas d'une attitude aussi indigne que se complaît à le dire Polybe. Au nombre des autres basileis, qu'Euryclédès et son frère Mykion pouvaient se flatter d'avoir su se concilier, figuraient nécessairement les rois de Macédoine, d'abord Antigone d'Ozone, puis, malgré tout, Philippe V, à partir de 221, que les Athéniens, jusqu'en 211, s'appliquèrent à ne jamais indisposer, en tâchant de maintenir, même au plus fort de la guerre des alliés, la balance égale entre Macédoniens et Étoliens, en cultivant avec les uns et les autres une forme d'amitié diplomatique, filia, comme dit le décret que nous allons examiner tout à l'heure. Y eut-il d'autres rois encore à recevoir des députations athéniennes sous le gouvernement des frères de Képhysia? On a cru longtemps pouvoir s'appuyer sur un décret attique datant de l'année 229-8 ou 228-7, Héliodoros, pour penser que les Athéniens furent en contact avec le roi de Pergame, Attale Ier, Basileos Attalou, comme on restitue. Mais il est certain qu'il faut restituer Antigonou, Antigone d'Ozone ayant porté le titre royal à partir de 228, cette date correcte de ce document. Avec Attale, les relations officielles ne débutèrent en réalité, et assez brutalement, qu'en 210. On ne sache pas non plus que les Athéniens aient poussé leurs entreprises diplomatiques jusqu'en Sicile pour rencontrer le vieux roi Hieron de Syracuse, fidèle allié des Romains jusqu'à sa mort en 215, ni non plus vers l'Asie pour saluer le roi de Syrie Antiochos III ou Prusias de Bithynie. En disant qu'Athènes s'aplatissait devant tous les rois, Polybe a donc manifestement donné libre cours à une animosité foncière envers les Athéniens de son temps.